Bonjour, dans le rapport qui suit, nous allons tenter de prédire les matchs de la Ligue nationale de hockey afin de voir si nous pouvions battre le hasard et nos coéquipiers. On se demandait qui allait mieux prédire le vainqueur des parties de la NHL. Allons-nous avoir les meilleurs résultats que le hasard, soit 50%? Au final, notre étude nous a permis de démontrer qu'il était possible de battre le hasard lorsqu'il était question de prédire le vainqueur dans une joute de la Ligue nationale de hockey. Pour comprendre comment on est arrivé à nos conclusions, il faut se pencher sur l'analyse statistique réalisée. Notre étude comprenait 5 sujets, soit les 5 membres de l'équipe, qui allaient tenter de prédire la tournure de différentes parties de hockey afin de voir s'ils allaient mieux faire que le hasard ou que leur coéquipier. La formule que nous avons apprise durant le cours nous a permis de déduire que ça prenait un minimum de 68 parties étudiées pour répondre à nos hypothèses de manière fiable. Nous avons donc sélectionné les 80 parties situées du 6 février au 17 février afin d'avoir l'échantillon le plus neutre et représentatif possible. Cette méthode d'échantillonnage et de commodité, elle n'est pas nécessairement la plus précise, mais elle était la meilleure possible dans le peu de temps qui nous était disponible. Au niveau de la collecte de données, celle-ci a été accomplie afin qu'il y ait le moins de biais possible. En effet, chaque coéquipier devait faire ses prédictions sur des feuilles Excel séparées afin de ne pas se laisser influencer par les autres. Après avoir émis ses prédictions, chacun envoyait dans notre conversation Messenger une copie PDF afin de s'assurer qu'aucun changement n'allait être effectué suite aux parties complétées. Cette méthode de collecte était selon nous celle qui comportait le moins de biais et qui forçait chacun à faire tous les pronostics de match. Pour répondre à la première question qui était de savoir si nous avions respectivement de meilleurs résultats au niveau des prédictions réussies que le hasard, nous avons dû formuler une première hypothèse. Par contre, avant toute chose, nous avons dû choisir le test unilatéral de comparaison d'une moyenne dans le cas particulier d'une proportion. Les variables à l'étude étaient un 1 pour savoir si la prédiction était correcte et un 0 quand la prédiction était fausse. Le paramètre à l'étude était quant à lui la proportion des prédictions réussies pour toutes les parties de la LNH par les 5 sujets et était représentée par la lettre P. Tout cela nous donnait donc l'hypothèse A0, P plus petit ou égal à 0,5 et H1, P plus grand que 0,5. Le niveau de confiance utilisé était de 95%. Nos données récoltées révélaient que l'ensemble des prédictions réussies était de 60%. Avec ces données, il était possible de calculer un seuil expérimental de 3,58%, un niveau de confiance choisi de 95%. Il fallait donc rejeter H0 car le seuil expérimental était plus petit que le niveau de signification qui était de 5%. Afin de répondre à la deuxième question qui était de savoir s'il y avait une différence significative entre le sujet ayant les prédictions les plus précises et celui ayant les prédictions les moins précises, nous avons formulé une deuxième hypothèse. Pour ce faire, nous avons choisi le test unilatéral de comparaison de deux moyennes dans le cas particulier d'une proportion. Nous avions donc les mêmes variables que dans l'hypothèse précédente. Le paramètre à l'étude était également le même que dans la première hypothèse, tout comme le niveau de confiance et de signification. Toutefois, l'hypothèse était maintenant H0, P1 égale P5, et H1 P1 plus grand que P5, où P1 correspondait à la proportion de prédiction réussie par le sujet 1 et P5 la proportion de prédiction réussie par le sujet 5. Suite à notre récolte de données, le sujet 1 avait un taux de réussite de 72,5% et le sujet 2 48,75%, ce qui amène au rejet de H0 car le seuil d'expérimentation était de 0,09%, qui était plus petit que le niveau de signification de 5%. Passons maintenant aux limites de l'étude. Tout d'abord, c'était une étude auto-administrée et nous étions juste 5 sujets relativement semblables, donc les résultats peuvent ne pas être totalement fiables à cause d'un manque de diversité. De plus, l'échantillonnage de commodité crée un biais puisque nous avons l'information sur les résultats des parties précédentes, ce qui nous donne une idée sur les résultats des parties futures. Considérant la limite de temps nous étant accordée, cette méthode d'échantillonnage nous était un peu imposée. Une autre limite est qu'il est clair que les prédictions n'ont pas réellement des probabilités de 50%, car la meilleure équipe a plus que 50% de chances de battre la dernière équipe de la Ligue. Finalement, l'étude ne permet pas de bien analyser les relations entre le fait de connaître le sport et les résultats de nos prédictions. Même si on voit une certaine relation, il est difficile de la quantifier. En effet, notre intuition nous mène à penser que ces deux variables, soit avoir des bonnes connaissances en hockey et avoir obtenu de meilleures prédictions que le hasard et que nos équipiers, soient dépendantes et donc aient une relation linéaire entre elles. Ce n'est pourtant pas nécessairement le cas puisque la question de recherche actuelle se limitait simplement à savoir si nos prédictions sont meilleures que le hasard et que les autres sujets de l'étude. En conclusion, nous avions pu observer que les prédictions de la personne qui s'y connaît le plus en hockey, soit le sujet 1, étaient les meilleures pour prédire les résultats comparativement au hasard et à la personne s'y connaissant le moins en hockey, soit le sujet 5. De plus, nous avions pu remarquer que la moyenne des proportions réussies de tous les sujets de l'analyse est meilleure que le hasard, soit 50%.